Bonjour, bienvenue sur touspourlasanté.tv, sur Top Santé TV, notre partenaire. Les Français, on le sait, ont la longévité la plus importante des pays européens. Elle a même atteint des sommets dans les dernières années. Malheureusement, le coronavirus est passé par là et notre espérance de vie a chuté significativement en 2020. Le problème sera-t-il réglé dès qu'on arrivera à contrôler l'épidémie ? Pas si sûr, car si la crise sanitaire a malheureusement déjà fait 80 000 morts, elle a aussi des effets indirects qui pourraient impacter notre santé pendant plusieurs années. À quel risque s'expose-t-on? Comment réagir? Et si une crise en cachait une autre? Alors, Dr Patrick Bouet, vous êtes médecin généraliste en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, et président de l'Ordre national des médecins. Quels impacts les confinements successifs ont eu sur la santé des Français? Qu'est-ce que vous avez noté? Je dirais qu'il y a deux grandes directions dans cet impact. Le premier, c'est l'impact immédiat psychologique sur l'ensemble de la population, et on se rend compte que finalement nous allons être dans une traumatologie post-crise, lourde en matière psychiatrique et lourde en matière psychologique. La deuxième, c'est le retard. Le retard au diagnostic, le retard en matière de prévention, le retard en matière de prise en charge d'un certain nombre de pathologies chroniques, les arbitrages qu'il a fallu faire pour pouvoir laisser fonctionner le système hospitalier et le système de réanimation, les difficultés de l'accès au cabinet en ambulatoire, puisqu'il a fallu très souvent que nous rappelions qu'il fallait continuer d'aller vers les cabinets, les officines, les cabinets des professions médicales. Et donc tout ceci va forcément, dans les mois, les années qui viennent, impacter des choses pour lesquelles, jusqu'à ces dernières années, nous étions tous très satisfaits puisque nous avions des résultats qui étaient des résultats importants. Il y aura des retards. Vous voyez des patients plus graves que vous ne voyiez avant? Il y a des patients qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus. D'autre part, dans les patients que nous voyons, la régularité, la façon dont nous suivions nos patients est aujourd'hui impactée par un certain nombre de réalités en matière d'examen, de prise en charge, de thérapeutique lourde. Et donc tout ceci aura un impact à un moment donné sur la prise en charge générale d'un certain nombre de pathologies. On a dit, je crois que le premier confinement a pesé lourd. On a dit qu'il y avait eu moitié moins d'infarctus du myocarde, moitié moins d'accidents vasculaires cérébraux. Les patients n'ont pas disparu du jour au lendemain. Non, mais ils ne sont pas morts à l'hôpital. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une diminution d'espérance de vie? Je crois qu'on disait qu'on arrivait presque à une diminution d'espérance de vie de près d'une demi-année. Il y a un impact, c'est certain, à la fois par la surmortalité due à la Covid, mais aussi par la surmortalité due à un certain nombre d'autres pathologies qui n'auraient pas dû aboutir à cette conclusion. C'est là où vous m'avez dit en préparant, on va ramer pendant longtemps. Vous ramez là? En tout cas, devoir se préparer à ramer un certain temps, oui. Alors, Karine Wolf, vous êtes pharmacienne à Rouen. Vous êtes aussi présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Vous, quelles sont vos observations depuis le début de cette crise à l'officine? Parce que les patients, les usagers, vous les voyez. Oui, les usagers, fort heureusement, ont continué à venir à l'officine pendant toute cette période. Et donc, on a été un des accès, avec effectivement l'ensemble des autres professionnels de santé, au parcours de soins. Mais sur la durée, c'est vrai, je partage le même constat que le président Bouet, sur cette anxiété, la consommation de médicaments anxiolytiques ou contre la dépression, ça c'est très net, les troubles du sommeil, etc. Et puis une précarisation sur le plan économique qui limite les personnes à accéder finalement à des produits qui sont moins bien remboursés et qui du coup n'accèdent pas à ces traitements. Donc c'est à la fois cette question psychologique et de la mal-être. notion de précarisation économique. Et précarisation économique. Ça touche qui plutôt, cette précarisation? Alors, ça touche les classes moyennes, mais les jeunes. Et c'est ça que je trouve, moi, très, très frappant et très inquiétant. C'est que
et notamment sur des soins dentaires ou autres, où on voit bien que les jeunes renoncent à se soigner et renoncent à cette prise en charge et en particulier à la prévention. Et c'est vraiment une génération sacrifiée à bien des niveaux, mais en particulier sur le plan de la santé. Renoncement aux soins, vous le notez aussi, Patrick Bouet, chez vos patients ? Oui, en tout cas des arbitrages très clairs aujourd'hui, effectivement, dont on sentait déjà qu'il y avait de façon sous-jacente par la précarisation d'une certaine partie de la population des réalités, mais dont on voit bien que la crise a été un amplificateur. Et avec aujourd'hui, à la fois dans l'accès direct aux professionnels de santé, dans l'accès à la prise en charge médicamenteuse, et dans l'accès aux investigations, d'ailleurs, en général, il y a des tranches de la population qui, aujourd'hui, sont particulièrement frappées par la situation collatérale au Covid. Notamment moins de dépistage. Alors, chez les infirmiers, Patrick Chamboredon, vous êtes infirmier à Marseille et président du Conseil national des infirmiers. Vos observations avec les patients chroniques, parce que les infirmiers et les infirmières vont voir les patients chroniques. Comment ça s'est passé ? Alors, dès le confinement, les infirmiers ont continué à travailler, à aller au front. Ça a été le terme employé par le président de la République. Mais ont continué à se rendre chez leurs patients, avec plus ou moins de bonheur et des difficultés, puisque, étant donné qu'ils avaient une vie passée de domicile en domicile, il y a eu quelquefois des difficultés pour les patients en pensant que les professionnels eux-mêmes allaient être des vecteurs de la Covid-19 en se rendant chez eux, pouvaient être donc des vecteurs et donc une difficulté d'accès. Après, les infirmiers, nous avons mené plusieurs consultations au travers de la base de données de l'ordre et nous avons très vite tiré la sonnette d'alarme sur tout ce qu'a dit Patrick et ce qu'a rappelé Karine, avec une vraie difficulté pour les patients de se rendre chez le médecin traitant, donc de bénéficier aussi de le panel des dépistages qui sont possibles, de bénéficier des vaccinations pour les plus petits. Ils n'avaient pas envie de vous déranger, les médecins, mais ils avaient peur aussi d'être contaminés par les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a une question à vous trois, est-ce qu'il y a une différence notable avec la deuxième vague ? On a l'impression que la deuxième vague, c'était moins important, cette réticence. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle est moins importante. La nature du traumatisme suivi est différente. La première vague, ça a été une peur massive de la contamination et de la maladie. La deuxième vague, c'est à la fois la lassitude d'une population qui perd ses repères par rapport à ses us, notamment en matière de santé et en matière de prévention. Et puis, c'est l'installation dans la durée, c'est-à-dire finalement le fait de se sentir précaire à tout moment. Et ça change assez fondamentalement la relation par rapport à la première vague, qui était plus une panique immédiate. C'est le fait de s'installer dans le temps, avec l'émergence à la fois de la problématique psychologique, vraiment qu'on y insiste, parce que c'est vraiment un des grands enjeux des années qui viennent, à la fois la stigmatisation d'un certain nombre de personnes ou de catégories dans la population, et c'est vrai que les jeunes, c'est vrai que les précaires aujourd'hui sont particulièrement marqués. Certains infirmiers voulaient renoncer à être infirmiers. Exactement. Alors c'est un vrai enjeu pour l'ordre parce que en tant que régulateur, on est en charge quand même d'alerter les pouvoirs publics pour la capacité des professionnels à prendre en charge les besoins de santé à venir. Et donc on a eu une enquête qui nous a dit que 30% des infirmiers qui étaient actuellement en service voulaient rapprocher la blouse dans les 5 ans. Clairement, c'est effrayant ce chiffre-là parce qu'on attend 1 million d'infirmiers à l'horizon de 20 ans. Pour les former, il va falloir un très gros appareil de formation et ça veut dire qu'on perd aussi du savoir-faire, des compétences parce que la transmission malgré tout reste sur le compagnonnage. Une lassitude observée chez les pharmaciens ou ils sont remontés à mort ? Tout va bien ? Non, il y a effectivement une fatigue, mais bon, ils tiennent toujours, et fort heureusement, et notamment grâce à l'ensemble des équipes. Mais je dirais que c'est assez disparate selon les territoires. Il y a des inquiétudes économiques aussi. Je pense en ce moment aux officines des stations sport d'hiver, mais il y a eu celles des gares, des aéroports, des centres commerciaux. Enfin voilà, il y a une inquiétude économique pour pas mal de nos confrères. Et c'est vrai que le pharmacien est sur le pont, j'allais dire, depuis maintenant plus d'1 an, et je ne sais pas trop quand ça va s'arrêter.